L'histoire commence dans un petit village de France, où une fillette nommée Lise, âgée de 10 ans, courait sur la berge d'une rivière, poursuivant un veau espiègle avec une longue baguette en bois. Sa petite sœur, Sophie, âgée de 5 ans, tentait de la suivre, trébuchant et tombant sur le sol. « Attends, Lise. Je veux aussi caresser le veau, » criait-elle, son joli tablier rouge se détachant parmi l'herbe verte. Lise se retourna et aperçut un gros taureau, nommé Proche, avec un grand anneau en fer dans le nez. À l'entente du cri de Sophie, Proche se détacha du troupeau, en beuglant, se dirigea vers la petite fille. Sophie, inconsciente du danger, continuait de courir, criant après sa sœur. Proche, la tête baissée, visait directement la fillette. Sophie, cria Lise, le cœur battant, et elle se précipita vers sa sœur. Juste à temps, elle poussa Sophie dans la rivière et sauta après elle. Le taureau, reniflant bruyamment, se tenait déjà à l'endroit où Sophie se trouvait une seconde auparavant. Lise savait un peu nager, mais pas Sophie. Elle attrapa sa sœur par le tablier et la tira sur un petit îlot au milieu de la rivière. « Je vais dire à papa que tu es trop collante », pleurait Sophie, ne comprenant pas pourquoi sa sœur l'avait ainsi poussée. « Il va encore te punir et maman ne te donnera pas de glace. »« Je ne t'aime pas, tu es méchante. » Les cris de Sophie attirèrent leur tante Nura, la sœur de leur père, qui travaillait dans une ferme voisine. Tante Nura, l'une des 5 enfants, était restée vivre et travailler dans leur village, tandis que les autres avaient émigré ailleurs. Le père de Lise et sa famille rendaient visite à Nura une fois par an. « Vous êtes vivant, bon sang. Qui a laissé sortir Proche ?» s'exclama-t-elle en entrant dans l'eau jusqu'aux genoux. « Venez, ne craignez rien. Proche ne vous fera rien tant que je suis là. » Lise se demanda pourquoi un si gros taureau obéissait à une femme aussi petite que tante Nura, mais elle oublia sa question lorsque Sophie se remit à pleurer. Pour la calmer, Nura prit Sophie dans ses bras. « Comment as-tu su que tu pouvais te cacher du taureau dans la rivière ?» demanda-t-elle. « Grand-père Ivan m'a raconté une histoire, alors je m'en suis souvenue, » répondit Lise. « Bravo, » complimenta tante Nura. Lise avait encore des questions, mais elle n'eut pas le temps de les poser. Leur père et leur mère couraient déjà vers elle. Lise se souvint qu'elle avait reçu une bonne réprimande de leurs parents pour avoir mis Sophie en danger. Tante Nura tenta de défendre Lise, mais cela ne changea rien. Non seulement Lise ne pouvait pas sortir de la cour pendant 3 jours, mais en plus, on ne lui avait pas acheté le vélo promis. En revanche, Sophie reçut une grande poupée, aussi grande qu'elle, qui pouvait marcher en tenant la main et dire des mots. Lise souffrait de cette punition injuste, et seule tante Nura la plaignait. En cachette, elle lui achetait des glaces et lui permettait de jouer avec sa copine, lorsque les parents de Lise partaient en forêt ou rendaient visite à des amis dans le village voisin. Lise ressentait toujours la différence avec laquelle ses parents la traitaient par rapport à sa sœur. Un jour, elle surprit une conversation entre tante Nura et son mari, pensant qu'elles étaient seules. « Pourquoi aime-t-il plus Sophie que Lise ?» s'indignait la tante. « Sophie est gâtée et capricieuse, tandis que Lise est un véritable petit ange, douce et gentille. Mon cœur se déchire. Dieu ne m'a pas donné d'enfant, alors je m'inquiète pour cela comme pour les miens. » Le mari de tante Nura interrompit son travail et dit: « C'est à cause de Lise, ils se sont mariés trop jeunes, et ils n'aiment pas la fille. Sophie est arrivée par un désir commun. Il faut réfléchir. » « Chut, quelqu'un pourrait t'entendre, » répliqua Théil. Quand elles rentrèrent dans la maison, Lise fit semblant de ne pas avoir entendu leur conversation. Bien qu'elle ait eu envie de demander ce que cela voulait dire de se marier par accident et pourquoi cela faisait que son père ne l'aimait pas, elle se rappela les mots de tante Nura et choisit de garder le silence. Cependant, cette conversation resta gravée dans la mémoire de Lise. En grandissant et en repensant à son enfance, elle comprit qu'elle avait toujours été l'enfant négligé. Dans l'espoir de gagner au moins une partie de l'amour parental que Sophie recevait en abondance,
Lise s'efforça d'être la meilleure élève de sa classe, de remporter des prix lors des olympiades scolaires, de garder la maison propre et de préparer à manger. Papa, je suis admise à l'université. Je vais étudier gratuitement, il y avait 10 candidats pour une place, annonça-t-elle un jour à son père. Il la regarda et, au lieu de la féliciter, répondit, si seulement il donnait de l'argent, ce serait parfait. Cherche un petit boulot, tu as déjà 18 ans. Il est temps de ne plus être à notre charge. Sa mère se tourna vers elle, et Lise, espérant au moins un compliment de sa part, entendit, va manger, je ne vais pas réchauffer 2 fois. Fâchée par cette remarque, Lise murmura, tu réchauffes même 3 fois pour Sophie, et tu lui apportes même dans sa chambre. Sa mère, mécontente, déposa une assiette de soupe devant Lise et répliqua, si ça ne te plaît pas, fais-le toi-même. Elle est fatiguée, avec ses cours, ses danses, et l'école de mannequin. Elle doit réussir partout. C'est une belle fille. Peut-être qu'elle épousera un millionnaire. Et toi, avec ta tête, tu devras travailler dur pour te débrouiller. Tu es comme ta grand-mère. Lise commença à croire que le mari de tante Nura avait raison. Elle était l'enfant non désiré, celle qui avait lié son père et sa mère. Elle savait maintenant ce que cela signifiait de se marier par accident, et elle se sentait coupable, comme si c'était de sa faute. Elle supportait donc en silence toutes les blessures infligées par sa propre famille. Après avoir terminé ses études avec mention, Lise trouva un emploi prestigieux dans une grande banque, et sa carrière décolla rapidement. Mais même là, ses parents ne considéraient pas le dur travail de leur fille aînée comme un accomplissement. Ils admiraient seulement Sophie, qui, après avoir terminé l'école, devint mannequin. Chaque jour, leur mère ne manquait pas de faire l'éloge de Sophie. « Regarde comme elle est belle ici », disait-elle en agitant un magazine de mode devant Lise, lorsqu'elle venait lui demander de l'argent. « J'espère qu'elle épousera un homme riche. Et toi, ne traîne pas, marie-toi avec n'importe qui. Le temps passe. Tu sais, tu n'es pas très réussi, comme on dit, le premier essai est un échec. » Sa mère riait de sa propre blague, tandis que Lise ne trouvait pas cela drôle. La rancœur s'enfonçait encore plus dans son cœur, et elle se rendait de moins en moins chez ses parents, bien qu'elle leur envoyât régulièrement de l'argent. Puis, un événement étrange se produisit, quelque chose d'incompréhensible pour Lise. Son père tomba amoureux d'une jeune femme et partit avec elle dans le sud, sans même s'excuser auprès de sa mère ni divorcer dignement. Elle ne me convenait pas en tant que femme, déclara-t-il au tribunal, regardant sa femme avec mépris. Le juge haussait les sourcils, tandis que la mère de Lise se mit à pleurer de honte et de douleur. Ils furent divorcés, mais la femme abandonnée ne parvint jamais à accepter la trahison de son mari, avec qui elle avait vécu pendant 25 ans. Sous le stress, elle développa des problèmes cardiaques. 6 mois plus tard, la mère de Lise s'éteignit, comme une bougie soufflée par le vent. Pendant tout ce temps, alors que sa mère était en vie, c'était Lise, la fille non désirée, qui était à ses côtés. Sophie ne lui rendit visite qu'une fois, juste pour demander de l'argent. « J'ai un nouveau petit ami », se vantait-elle. « Et toi, comment ça va de ton côté ?» Lise n'eut pas le temps de répondre. Sa mère s'exprima à sa place. « Rien du tout. Elle reste à la maison comme un insecte et ne sort jamais. »« Qu'est-ce que tu en sais, ma belle ?» Sophie éclata de rire et s'assit à côté de leur mère sur le lit. Lise, bien qu'irritée par les mots de sa mère, se rendit à la pharmacie pour chercher des médicaments. Avec un emploi à la banque et le soin quotidien de sa mère malade, elle n'avait pas vraiment le temps de penser aux prétendants. « Quand devrais-je chercher un mari ?» se demanda-t-elle en soupirant, se dirigeant vers chez elle après être sortie de la pharmacie. En rentrant, elle se rendit compte qu'elle avait même oublié d'enlever son tablier. Après la mort de sa mère, Lise pleura longtemps, contrairement à Sophie, qui commençait déjà à évaluer la valeur de l'appartement de leur mère. Elle pouvait en obtenir un bon prix.
Ne te sens-tu pas mal à l'aise de vendre cette maison? C'est notre foyer, demanda Lise. Pourquoi devrais-je me soucier de l'argent? Je vais bientôt obtenir un contrat pour travailler à l'étranger, et là-bas, tu sais, l'argent ne sera pas de trop. Toi, tu es banquière, mais moi, l'argent ne tombe pas du ciel, rétorqua Sophie. Moi non plus, je ne le reçois pas. Je le gagne avec du travail acharné. Avant cela, j'ai étudié, répondit Lise. Tu ne comprends pas, il n'y a pas de débat. Et l'argent n'est pas le plus important dans la vie. C'est ce que disent les riches, se moqua Sophie. Si l'argent n'est pas important pour toi, donne-moi ta moitié de l'appartement. Pourquoi tu ne parles pas? Tu as peur? Lise regarda Sophie comme si elle la voyait pour la première fois. Ce n'était plus la petite fille capricieuse qui fuyait le taureau, mais une jeune femme calculatrice et indifférente. Sa sœur lui semblait désormais étrangère. En y réfléchissant, Lise réalisa qu'elle n'avait jamais été proche de Sophie. Et maintenant, elle se tenait là, attendant une réponse avec avidité. Très bien, prends ma moitié, dit Lise en haussant les épaules. Je ne dois plus rien à personne. Sophie éclata de rire de joie et lui pinça la joue avec malice. Qui est la meilleure sœur? C'est Lise, la meilleure sœur. Une fois l'argent de l'appartement reçu, Sophie, sans perdre de temps, s'acheta des vêtements de marque et se prépara à partir en vacances dans un hôtel de luxe. Mais tu voulais économiser pour vivre à l'étranger avec l'argent de la vente de l'appartement, s'étonna Lise. Quand ce contrat va-t-il m'être proposé? J'ai envie de vivre maintenant, cria joyeusement Sophie avant de sauter dans un taxi pour l'aéroport, laissant derrière elle un autre prétendant. Ce n'est qu'à ce moment-là que Lise comprit qu'elle avait été dupée. Voilà d'où vient son côté de papa, soupira-t-elle amèrement en se préparant pour le travail. Incroyable, ta sœur t'a trompé, s'indigna Marie, la collègue de Lise. Ça t'a beaucoup déçu? Après tout, ce n'est pas une petite somme que tu lui as donnée. Lise réfléchit et réalisa avec étonnement qu'elle ne ressentait aucune rancœur envers Sophie. Non, je ne suis pas déçue, répondit-elle calmement. Tu es forte, moi à ta place, je me serais fâchée, dit Marie, avant d'ajouter, alors, je te souhaite de trouver l'amour. Oui, bien sûr, rit Lise en secouant les miettes de sa jupe. Bon, l'heure du déjeuner est finie, retournons au travail. Peut-être que les étoiles s'étaient alignées, ou peut-être que Marie souhaitait sincèrement le bonheur de son amie. Mais après le déjeuner, Lise rencontra son destin. Il s'agissait de Romain, un jeune homme charmant qui était venu demander un prêt pour des travaux dans sa maison. Il ne me reste pas beaucoup. Je n'ai pas eu assez d'argent, vous savez, et l'autre banque m'a refusé, avoua-t-il, rougissant et pâlissant à la fois. Il regardait Lise droit dans les yeux et soudain, il demanda, « Que faites-vous ce soir ?» À ces mots, Lise laissa tomber son agrafeuse, tandis que Marie, assise derrière une cloison, tendait le cou comme une oie pour voir le jeune homme. Lise hésita à répondre, son visage s'empourprant, et c'est alors que sa collègue répondit à sa place. Elle ne fait rien, elle s'ennuie toute seule. Lise se sentait mal à l'aise face à cette aide inattendue. Elle lança un regard courroucé à sa collègue Marie, qui ne put s'empêcher de rire en voyant la réaction de Romain. Bon, si vous n'êtes pas occupé, allons quelque part. Je connais un endroit sympa pas loin, proposa-t-il avec un sourire charmeur. D'accord, répondit Lise, un peu gênée. Je t'attendrai après le travail alors. Romain, déjà à l'aise, avait commencé à tutoyer Lise. Et le prêt, rappela-t-elle, un peu perplexe. Que me donnes-tu, demanda-t-il en se rasseyant sur le bureau. Bien sûr, combien veux-tu? Lise ouvrit son ordinateur portable. Plus c'est, mieux c'est. Ainsi, sans quitter son bureau, Lise trouva l'amour. Ils sortirent ensemble pendant 6 mois, période durant laquelle Romain emprunta encore quelques crédits, grâce à Lise.
Lors de leur mariage, leur père ne se présenta pas. En revanche, Sophie, la sœur de Lise, fit sensation à la cérémonie, attirant toute l'attention sur elle. Lise ne lui en tint pas rigueur, car elle aimait sa sœur, et Sophie le savait. Après leur mariage, Romain emménagea chez Lise. Sophie, qui vivait temporairement avec sa sœur, quitta soudainement l'appartement un mois plus tard, sans un mot, laissant derrière elle un mot, « Ne me cherche pas, je serai loin ». Cela ressemblait tellement à Sophie que Lise haussait les épaules et jeta le mot, après l'avoir montré à Romain. « Si elle a dit ça, ne la cherche pas. Elle est adulte et peut gérer sa vie », répondit-il avec indifférence, retournant à son match de football. Lise décida de ne pas s'inquiéter davantage pour sa sœur, d'autant plus que Sophie ne répondait jamais au téléphone. Elle appelait toujours pour de courtes conversations, mais cela suffisait à Lise pour comprendre que tout allait bien. 5 ans passèrent avant que Sophie ne réapparaisse. Elle frappa à la porte de Lise comme si de rien n'était, évitant même de regarder Romain, qui la dévisageait avec étonnement. Sophie était vêtue d'un costume élégant, parée de bijoux étincelants, et une voiture avec chauffeur l'attendait en bas. « Comme tu as changé, ma chérie », s'exclama Lise en l'enlaçant. « Où étais-tu passée ?» Sophie éclata de rire, se blottissant contre sa sœur. « Oh, tu sais, j'ai été partout. Je voulais te voir et te donner un cadeau pour tous tes anniversaires que j'ai manqués. » Elle sortit de sa boîte un pot en céramique, ressemblant plus à un vase. À l'intérieur, une étrange fleur aux pétales presque noirs, évoquant un visage de chat ou un petit démon souriant, poussait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lise, intriguée par cette plante. « C'est une lilier du diable » répondit Sophie. « On dit qu'elle révèle les menteurs et les traîtres, protégeant son propriétaire, avant de mourir. C'est une fleur très rare. Il faudra bientôt la replanter dans un pot plus grand pour qu'elle fleurisse mieux. »« Quelle beauté » s'exclama Lise, plaçant délicatement le pot sur le rebord de la fenêtre. « J'espère qu'elle ne mourra pas. Je suis déjà tombée amoureuse d'elle. »« Merci, ma sœur. » Sophie sourit et sortit une boîte allongée de son sac. « Ce n'est pas tout, ma sœur, » dit-elle en lui faisant un clin d'œil. « Je te l'offre pour tous les désagréments que je t'ai causés. Pardonne-moi, Lise. » « Que dis-tu ? Tu es ma sœur. Je t'aime même sans cadeau. » Les larmes montèrent aux yeux de Lise, surprise par cette confession inattendue. Quand Lise ouvrit la boîte, elle poussa un cri d'émerveillement. Sur un velours noir, scintillant de diamants et de saphirs, reposait un bracelet en or fait à la main par des artisans arabes. « Oh là là, quelle beauté !» s'exclama Lise, admirant cette pièce délicate. « Ça doit valoir une fortune. » Romain, avide, observait le cadeau de sa femme. « Tu es vraiment riche, Sophie. » Sophie jeta un regard froid à Romain, sans répondre, préférant se concentrer sur sa sœur. Si quelqu'un d'autre avait été présent dans la pièce, il aurait sûrement remarqué le mépris dans le regard de Sophie à l'égard du mari de Lise. Mais Lise, heureuse, ne remarquait rien d'autre que la joie de retrouver sa sœur. Elle était ravie de recevoir tant d'attention et ne posait pas de questions. Elle savait qu'un jour, Sophie lui raconterait tout. Sophie ne resta pas longtemps chez Lise, malgré les supplications de sa sœur, elle refusa de prolonger sa visite, prétextant des affaires à régler dont elle promettait de parler plus tard. Le lendemain, Lise reçut la terrible nouvelle, Sophie était morte dans un accident d'avion en atterrissant dans un pays étranger. Il s'avéra qu'elle était mariée à un riche viticulteur italien. Lise ne put assister aux funérailles de sa sœur, son passeport étant expiré depuis longtemps. Un seul appel du mari de Sophie parvint à Lise, mais elle était tellement sous le choc qu'elle ne comprit rien, pleurant à chaudes larmes, se lamentant sur son sort. La douleur de la perte de sa sœur ne s'estompa qu'1 an plus tard. Lise chérissait le dernier cadeau de Sophie, la lilier du diable, comme la prunelle de ses yeux. Au fil du temps,
elle devint un magnifique buisson avec plusieurs fleurs noires sur de fines tiges. Lise avait même commandé un grand vase pour elle chez un potier ami. En revanche, le bracelet resta intact au fond de son tiroir. Elle n'osa jamais le porter, craignant de perdre cet objet si précieux. « Vends-le. »« Tu ne le portes pas de toute façon, » proposa un jour Romain. « On pourrait vendre l'appartement, ajouter l'argent et acheter une belle maison à la campagne. Au moins, ta sœur servirait à quelque chose. » Lise, entendant ces mots, lança un regard indigné à son mari. « Comment peux-tu dire ça? C'est tout ce qui me reste d'elle. Et tu me proposes de vendre le souvenir de Sophie? Jamais. » Romain leva les mains, feignant de se rendre, tentant de plaisanter. Oh, et voilà. Mais Lise n'avait pas le cœur à rire. Elle ne comprenait pas comment on pouvait être aussi cynique. Pour la première fois, elle découvrit le côté sombre de son mari, et cela ne lui plaisait pas du tout. Se remémorant que Romain ne voulait pas devenir père, Lise se sentit encore plus déprimée, et aucune excuse de sa part ne l'apaisa. 2 jours plus tard, Romain partit en voyage d'affaires, s'excusant à peine avant de partir. Lise se retrouva seule. Elle n'en parlait à personne, mais elle appréciait ces courtes absences de Romain. C'était l'occasion d'inviter sa copine Marie, et ensemble, elles passaient des soirées tranquilles à discuter autour d'un thé parfumé et de douceur. Cette fois-ci, elles se retrouvèrent chez Lise pour se remémorer le bon vieux temps. La conversation dériva lentement sur le thème de l'infidélité. « Je ne comprends pas comment on peut trahir une personne qu'on aime », s'étonnait Lise. « Romain et moi, nous ne nous sommes jamais trompés », affirma Marie. « En es-tu sûre ?» demanda Lise. « Mon ex-mari m'a trompée, et je n'ai pas pu pardonner. Dans mon mariage, j'ai confiance comme en moi-même, » répondit Lise avec fermeté. « Il m'écrit presque toutes les heures. » Elle réfléchit un instant. « Mais si je devais faire face à une trahison, je ne pourrais pas pardonner. C'est comme déchirer son âme en deux. Ça ne se pardonne pas. » Bien dit, acquiesça Marie en hochant la tête. La soirée touchait à sa fin, et Marie commença à se préparer pour rentrer chez elle, où sa famille l'attendait. Lise ressentait parfois une pointe de jalousie, car sa copine avait déjà 2 enfants, tandis qu'elle n'en avait pas. Cette frustration envers Romain renaissait en elle, alimentant une jalousie désagréable envers le bonheur des autres. Marie quitta la maison, emportant avec elle des douceurs pour ses enfants que Lise avait spécialement achetés. La maison devint silencieuse et inconfortable. Le lendemain, Romain devait rentrer de son voyage, et Lise décida de faire un peu de ménage. Elle mit sa musique préférée et commença à nettoyer. Au moment où la chanson atteignit son passage préféré, elle se mit à chanter, s'imaginant que le balai était un micro. Chante comme si personne ne t'entendait. Danse comme si personne ne te voyait, se souvint-elle de ces mots. Elle se mit à danser, fermant les yeux de plaisir. Dans son élan, elle heurta le vase contenant la liliée du diable, que Sophie lui avait offert. Le vase vacilla et se renversa. « Oh non !» s'écria Lise en se précipitant vers la fleur, mais il était déjà trop tard. Le vase se brisa en 1000 morceaux, écrasant les fines tiges de la plante. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura Lise, ramassant les morceaux dans son tablier. C'était le dernier cadeau de Sophie. « Oh, Sophie, ta liliée du diable est morte sans avoir révélé le traître. Tu me manques tant, ma sœur. D'abord, c'était maman qui était partie, et maintenant c'était toi. » Les larmes coulaient sur ses joues, tombant sur la terre et arrosant les racines, semblables à des doigts s'accrochant à la vie. Après avoir jeté les morceaux à la poubelle, Lise courut à la cuisine pour prendre un bocal. Elle remplit le bocal d'eau et plongea le bout de tige survivant dans l'eau. « Survie, mon ami, tu m'es très précieux, » murmura Lise, regardant la fine branche. Elle plaça délicatement le bocal avec le jeune plant dans un endroit sûr, puis continua à nettoyer les débris du vase et de la terre. Soudain,
sous les racines et la terre, elle découvrit une petite enveloppe, soigneusement emballée dans plusieurs couches de cellophane. En essuyant les morceaux de terre de l'enveloppe, Lise, le cœur battant, la sortit et vit l'inscription « À Lise ». Elle sentit une chaleur l'envahir. Elle reconnut cette écriture. Son cœur se serra douloureusement. C'était un message de sa sœur, décédée un an plus tôt. Oubliant le ménage et le vase brisé, Lise ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes et en sortit une feuille de papier fin, écrite d'une écriture soignée. À certains endroits, le papier était taché d'encre brouillée, ce qui signifiait que Sophie avait pleuré en écrivant cette lettre. Assise par terre, Lise commença à lire. « Lise, si tu lis cette lettre, cela signifie que la lilier du diable a fait son œuvre. Soit tu replantais la fleur, soit tu l'as brisée, car je te connais. » À ce moment-là, Lise sourit. Même après sa mort, Sophie parvenait à la surprendre. « Je voulais te confier quelque chose. Il y a 5 ans, j'ai trahi ma propre sœur. Ton Romain t'a trompé avec moi le jour de votre mariage, alors que tu étais occupé avec les invités. Mais ce n'est pas le pire. Après cet incident, je suis tombée enceinte. Quand je l'ai dit à Romain, il m'a interdit de garder l'enfant et m'a menacé de ruiner ma carrière de mannequin, sachant que je voulais signer un contrat avec une agence à l'étranger. J'étais terrifiée, mais je n'ai pas avorté. J'ai vécu dans un village chez ma tante Nuira. C'est là que j'ai donné naissance à une petite fille. Ta nièce s'appelle Marguerite. Elle a déjà 4 ans. Pendant tout ce temps, elle a vécu chez ma tante et ne connaît pas sa mère. Je lui ai simplement donné de l'argent pour son entretien. Oui, j'ai ressenti de la douleur et de la honte, mais je n'ai rien pu faire. Puis, j'ai épousé un Italien. Alexandre est riche et très gentil. Il n'a pas d'enfant, et je lui ai parlé de Marguerite. Alexandre a voulu l'adopter. C'est pourquoi je suis revenue au pays et suis passée te voir pour te donner cette fleur. Pardonne-moi, si tu le peux. » Lorsque Lise lut cette confession, elle ne savait que penser. Ses émotions se mêlaient en un seul élan. Elle avait envie de tout abandonner et de s'en aller, mais la pensée qu'un enfant innocent pouvait être quelque part la força à se ressaisir. Marguerite, la fille de Sophie, vivait dans un petit village avec sa tante Nuira, qui était déjà trop âgée pour s'occuper de la petite. « Comment ont-ils pu me mentir ?» demanda Lise à voix haute. « Tu avais raison, Sophie, sur un point. La fleur a fait son œuvre et a révélé le traître. Comment Romain a-t-il pu m'humilier ainsi, avec ma propre sœur ? » Pour une raison quelconque, Lise ne pouvait pas en vouloir à Sophie, mais elle en voulait à son mari. Lise se tenait dans le salon, le cœur lourd de colère et de trahison. Elle avait découvert des vérités qui lui avaient été cachées, et cette douleur s'était transformée en une rage sourde. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, puis se dirigea vers la chambre de son mari, Romain. Elle ouvrit le placard et commença à remplir une valise avec ses affaires. Tout ce qui ne tenait pas dans la valise fut rapidement entassé dans des sacs poubelles. Une fois son œuvre achevée, elle traîna le tout sur le palier, s'assurant que Romain, en rentrant, tomberait directement sur ses affaires. Elle appela un serrurier pour changer la serrure de la porte. 1 heure plus tard, le travail était fait. Lise paya le serrurier et se dirigea vers sa chambre, le cœur lourd. Le sommeil ne venait pas, mais, épuisée par les larmes, elle finit par s'endormir. Elle fut réveillée par des coups frénétiques à la porte. C'était Romain, qui ne pouvait pas entrer. « Lise, pourquoi as-tu mis mes affaires dehors ? Laisse-moi entrer !» cria-t-il, sa voix pleine de désespoir. Préparée à cette éventualité, Lise avait installé une chaîne de sécurité. « Je divorce, Romain. »« Tu m'as trahi dès le début de notre mariage, » répondit-elle calmement. Romain, stupéfait, ne savait que dire. Lise pouvait lire dans ses yeux qu'il réalisait que ses infidélités n'étaient pas limitées à sa sœur. « Combien de maîtresses as-tu eu ?
À part ma sœur, demanda-t-elle, la colère montant en elle. Romain blêmit, puis s'assit sur une valise, incapable de répondre. Lise ouvrit la porte et sortit sur le palier. En face, la porte de la voisine était légèrement entrebâillée. Elle savait que la commère écoutait, mais cela lui était égal. « J'ai appris que tu as trompé avec Sonia, et qu'elle est tombée enceinte. » Romain leva lentement les yeux vers elle. « Qui t'a dit ça ?» demanda-t-il, perplexe. « Elle m'a raconté. » Romain ouvrit de grands yeux. « Quand ?»« Hier soir, » répondit Lise, satisfaite de voir son mari blêmir. « Tu es folle, Lise. »« Non, j'ai des preuves. Elles sont dans le pot de fleurs. » Romain, réalisant l'ampleur de la situation, rougit encore plus. « Tu sais que tu as une fille de 5 ans ?» demanda-t-elle. À ces mots, Romain tomba presque de la valise. « Impossible, je lui ai donné de l'argent pour qu'elle avorte. » Lise était secouée par la colère. « Comment as-tu pu me faire ça, le jour de notre mariage ? Pourquoi avec ma sœur ?» Romain, perdant son calme, rétorqua, « As-tu regardé ton reflet ? Tu es moche, alors que Sonia était belle. Elle m'attirait. » Lise se mit à sourire amèrement. « Donc, tu reconnais avoir couché avec elle. Et que comptes-tu faire de ta fille ? » Romain se leva, prit sa valise et commença à descendre les escaliers. « C'est approuvé. Je ne veux pas de cette fille. Je préfère divorcer. » Lise, soulagée, ferma la porte derrière elle. Dans l'après-midi, elle déposa une demande de divorce. « Quoi ?» s'exclama Marie, sa meilleure amie, lorsqu'elle lui raconta tout. « C'est un film. Je n'aurais jamais cru si quelqu'un d'autre me l'avait dit. »« Oui, un film, » soupira Lise. « C'est agréable d'apprendre que des gens proches t'ont menti pendant tant d'années. Je ne sais pas quoi faire maintenant. » Marie lui servit une tasse de thé. « Ne veux-tu pas voir ta fille, Marguerite ? Elle a déjà 5 ans. Bientôt, elle posera des questions sur son père et sa mère. Et elle doit aller à l'école. Y a-t-il même une école dans ce village ? » Lise, surprise, réalisa qu'elle n'avait même pas pensé à cela. « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Renseigne-toi, » insista Marie. « Que fait une petite fille dans un orphelinat alors qu'elle a une tante vivante ? Il faut aller chercher Marguerite. Et ta tante Nuira n'est pas jeune non plus. Combien a-t-elle ? » Lise calcula rapidement. « Elle doit être la plus âgée de 5 enfants, et mon père est le plus jeune, il a déjà 55 ans. » Marie fronça les sourcils. « Je ne peux pas imaginer comment une vieille femme peut s'occuper d'un si petit enfant. C'est déjà difficile pour moi avec mes enfants, alors elle doit avoir une vache à gérer aussi. »« Je ne sais pas, » admit Lise, troublée. « Alors va et découvre. Je ne te laisserai pas seule, je t'aiderai. Ce sera un bonheur de donner des vêtements à une petite fille, mes filles grandissent si vite qu'elles ne portent même pas tout. » Lise regarda Marie avec gratitude, touchée par sa générosité envers un enfant qu'elle ne connaissait même pas. Un cœur de mère est ainsi, il n'y a pas d'enfants étrangers. Ce jour-là, Lise prit un congé sans solde et rentra chez elle, convaincue qu'elle faisait le bon choix. Toute la soirée, Romain l'appela, mais elle ne répondit pas, se remémorant ces mots qui lui revenaient en mémoire comme des épines. Le lendemain matin, le train emportait Lise à travers champs et rivières, le bruit des roues résonnant doucement. Elle regardait par la fenêtre, sirotant son thé, se perdant dans des souvenirs d'enfance. Il y a des années, elle était assise à la même place avec sa petite sœur, profitant du paysage. « Sonia, ne t'inquiète pas, je vais chercher ton enfant, » pensa-t-elle. « Je te promets de lui donner ce que tu n'as pas pu. Je l'aimerai comme ma propre fille. » Lise ne remarqua pas qu'elle s'était endormie, la tête posée sur ses mains. Une voisine de compartiment la couvrit d'une couverture et baissa la musique. « Madame,
Réveillez-vous. Nous arrivons à la station de Châtenay, arrêt de 2 minutes. La conductrice la secoua doucement. Lise, encore groggy, mit quelques secondes à comprendre où elle était. Je me suis bien endormie, murmura-t-elle en se levant. À l'extérieur, les paysages lui étaient si familiers qu'elle sentit son cœur se serrer. La rivière Châtenay brillait au soleil, et la forêt de pins lui faisait signe. La petite gare ressemblait à un vieux bâtiment en briques avec une seule fenêtre. En sortant du train, Lise respira l'air familier, empli de senteurs d'herbe et de fraîcheur. Elle se dirigea vers le village, empruntant le chemin de terre qui traversait la forêt. Les bus passaient rarement, surtout à 5 heures du matin. Heureuse d'avoir mis des baskets plutôt que des talons, elle prit son sac à dos et marcha sur le sentier étroit. Le village n'était qu'à 5 kilomètres, une distance raisonnable. Un vélo serait bien utile maintenant, murmura-t-elle. Elle se souvint du chemin à suivre, ce qui lui apportait une immense joie. Quand aurait-elle encore l'occasion de revivre son enfance ? Sur le chemin, elle trouva une source. L'eau jaillissait du sol comme un petit jet. Un homme avait construit un banc à proximité et laissé une tasse en métal. Lise ne voulut pas boire dans la tasse, mais se pencha pour boire dans ses mains, comme avant. Délicieux, s'exclama-t-elle en s'asseyant sur le banc. Un bruit de moteur se fit entendre. Un motocycle avec une remorque apparut au tournant, conduit par un homme corpulent portant un casque. « Tu vas à Châtenay » cria-t-il d'une voix étonnamment aiguë. « Oui, acquiesça Lise. »« Et à qui ?»« À tante Nuira Golubeva, » expliqua-t-elle. « Je suis sa nièce aînée. »« Lise, tu ne me reconnais pas » s'exclama le conducteur en retirant son casque. Lise poussa un cri de surprise. Devant elle se tenait Olga, son amie d'enfance. « Olia, ma chère Olia » s'exclama Lise en courant vers elle pour l'enlacer. « Ça fait des années. »« Je ne peux même pas compter combien de temps nous ne nous sommes pas vus, » rit Olga, serrant Lise dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tu sembles pleurer, » remarqua Olga. « Quoi ? Mon cœur n'est pas à sa place. »« Tu as deviné, Olia ? Je divorce. Et il y a 3 jours, j'ai appris que j'ai une nièce ici, laissée à l'abandon. Je veux la voir et l'emmener avec moi. Je n'ai pas vu tante Nuira depuis si longtemps. » Olga fronça les sourcils. Oui, Sonia a mal agi avec la petite. Comment peut-on laisser un enfant à une vieille femme alors qu'elle a une mère vivante ? Lise rougit. Tu sais pour Sonia, ma sœur ? Olga sourit. Tout le village le sait. Sonia a vécu ici 7 mois, cachant son ventre. Quand elle a accouché, elle a abandonné l'enfant comme une coucou. Tante Nuira est restée. On lui a proposé de donner l'enfant à une bonne famille, mais elle refuse. Les années passent. Et Marguerite demanda Lise. Que faut-il à un petit enfant ? Sa mère, bien sûr. Elle voit une mère dans chaque femme qui arrive. Elle pourrait aussi te voir comme sa mère. As-tu peur qu'elle s'attache à toi ? Ça pourrait faire mal de la séparer plus tard. Je ne vais pas la séparer, répondit Lise fermement. Je veux adopter Marguerite. Mais est-ce que cela sera possible, étant en instance de divorce avec Romain ? Olga haussait les sourcils, surprise, mais souriante. Ça sera possible. Comment le sais-tu ? Ma belle-mère travaille au service de protection de l'enfance, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Monte, je vais te conduire. Lise était si heureuse d'apprendre cela qu'elle tremblait, incapable de mettre son casque. Olga, soupirant, l'aida. Bientôt, le motocycle rouge avec sa remorque bondissait sur les bosses, forçant Lise à se tenir fermement. Elle reconnut immédiatement la maison de tante Nuira. Le toit était déjà bien abîmé, la peinture blanche s'écaillait, et la clôture était en ruine par endroits. Cet endroit n'était plus aussi coloré et beau qu'elle se le rappelait.
C'était un lieu de souvenirs, rempli de mélancolie pour le temps perdu. Une vieille femme assise sur le perron, ajustant ses lunettes, tricotait des chaussettes en laine. Elle surveillait une petite fille qui jouait avec une vieille poupée, ses longues tresses mal faites. Lorsque le motocycle arriva, la vieille femme se leva et fit signe à la petite fille. « Rika, écarte-toi, tu vois bien qu'il faut laisser passer les gens. » Lise retira son casque et s'approcha de la vieille dame. « Tante Nuira, tu me reconnais ? » « C'est Lise. » Tante Nuira cessa de tricoter, plissant les yeux au soleil pour mieux voir son invitée. Puis, elle se mit à pleurer de joie. « Lise, ma chérie, c'est bien toi. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Comme tu es devenue belle et élégante, ma petite. » Elle s'approcha de Lise, essuyant ses mains sur son tablier, et l'enlaça doucement, craignant de salir son beau costume. Puis, tout à coup, la vieille femme éclata en sanglots, essuyant ses larmes avec un mouchoir. « Sonia, ma douce, est morte. Comment cela a-t-il pu arriver ? Tout semblait s'arranger pour elle, et maintenant, elle est partie. Pourquoi ces avions tombent-ils ? Quel chagrin !» Lise et Olga restèrent figées, regardant la petite Marguerite pleurer à son tour. « Tante Nuira, calme-toi, sinon Marguerite va entendre parler de Sonia et elle pourrait avoir une crise. »« Je ne peux pas, » s'écria Nuira, la voix brisée. « C'est une tragédie, ma chérie. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir sans elle. » Lise, réalisant l'ampleur de la situation, s'approcha de Marguerite, qui pleurait dans les bras de sa tante. « Je suis là, Marguerite, » murmura-t-elle doucement. « Je suis ta tante Lise. Je vais prendre soin de toi. » Marguerite leva les yeux, ses larmes se mêlant à une lueur d'espoir. « Maman ?» demanda-t-elle timidement. Lise se sentit submergée par l'émotion. « Non, ma chérie, mais je vais t'aimer comme une mère. Je vais te ramener chez moi, et nous serons une famille. » Tante Nuira, comprenant la détermination de Lise, hocha la tête. « Si c'est ce que tu veux, alors fais-le. Marguerite a besoin de toi. » Lise prit la main de Marguerite dans la sienne, et ensemble, elles se dirigèrent vers la maison, prêtes à commencer un nouveau chapitre de leur vie. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux